BFM Business, Intégral Bourse, jusqu'à 18h, le Club de la Bourse. Club de la Bourse avec 3 invités à qui je vais passer la parole tout de suite. Jacques Tebeka qui est avec nous, directeur de la gestion de Monsartis. Jacques, bonsoir. Bonsoir. Benjamin Louvet, spécialiste des matières premières, gérant matières premières chez Ophi Asset Management. Benjamin, bonsoir. Bonsoir Grégoire. Et Vincent Lecartier, gérant senior responsable de l'allocation d'actifs de WeSave. Vincent, bonsoir. Bonsoir Grégoire. Une question pour commencer. Est-ce que le gros du coup de tabac est passé? On ne s'est pas vu depuis la semaine dernière. Messieurs, comment est-ce que vous avez vécu ce qui s'est passé, l'événement sur la volatilité, sur les marchés? Est-ce qu'on est encore dans l'écume de ce qui s'est joué la semaine dernière, ou est-ce que vous craignez, je ne sais pas, d'autres chocs à venir, d'autres décrochages plus marqués encore du marché action et de Wall Street en premier lieu? Vincent. La volatilité n'est pas encore normalisée, donc a priori on n'a pas complètement terminé la purge. Ça ne veut pas forcément dire que les marchés iront plus bas, mais ça veut dire qu'on ira peut-être retester les plus bas une deuxième fois. Mais une volatilité normalisée sur le VIX, c'est autour de 15 à 20. On est aujourd'hui à 25. Donc il en manque un bout. Pour ce qui est de l'Europe, normalement on est entre 20 et 25, on est déjà autour de 25. Donc de toute évidence, c'est un problème assez spécifique États-Unis auquel on est confronté à l'heure actuelle. C'est intéressant. Les choses sont restées assez localisées finalement, c'est ce que vous dites? C'est-à-dire que je pense que la problématique première, c'est une problématique de banques centrales qui ont donné l'impression que quoi qu'il arrive, quel que soit l'événement, elles seraient là. Au fur et à mesure, l'économie s'est restaurée, donc elle se retire très progressivement. La première à le faire, c'est la Banque centrale américaine. Donc effectivement, dès lors qu'il y a un petit peu plus de crainte d'inflation, le risque de voir la Banque centrale se retirer accélère. Donc effectivement, il est logique de voir les investisseurs être sensibles aux informations d'inflation aux États-Unis. Par ailleurs, vous avez des stratégies qui ont été mises en place par les investisseurs de vendre la volatilité en se disant que les banques centrales, quoi qu'il arrive, quand il y avait un crack, un danger, elles étaient là pour protéger. Ouais. Donc la vente de volatilité était une stratégie logique. Donc maintenant que les banques centrales se retirent progressivement, cette stratégie n'a plus de sens, ou en tout cas plus autant de sens qu'auparavant. Donc effectivement, il faut retirer ces stratégies. Et on a vu dès le mois de janvier, le VIX commencer à monter, alors même que les marchés montaient aussi, alors que normalement on devrait avoir une symétrie de comportement entre les deux. Donc il y avait de toute évidence déjà un certain nombre d'opérateurs qui avaient commencé à anticiper ce mouvement et à se retirer progressivement. Mais de toute évidence, quand on voit l'ampleur du crack qu'on a eu sur le VIX, donc passer de 10 à 50 quasiment instantanément, il y a de toute évidence trop peu de positions qui ont déjà été retirées. Donc il en manque certainement un petit peu. Petite parenthèse, là, je ne sais pas si vous avez suivi, alors je sais pas ce qui reste en masse et en montant investi sur des produits liés à la volatilité, on va dire ça assez simplement. En tout cas, il y a eu quelques produits short vol, des ETN, des produits un peu spécifiques, structurés autour de la baisse de la volatilité, qui sont retrouvés effectivement investis par des particuliers aux États-Unis. Il y a quelques-uns de ces produits qui ont été montrés du doigt. Il y en a certains d'entre eux qui ont enregistré la semaine dernière des flux entrants records. Je ne sais pas si vous avez vu ça, Vincent. On n'est pas naïf, et vous sans doute autour de la table encore moins que moi vis-à-vis de l'avidité des marchés, des spéculateurs. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'on ait des centaines de millions qui reviennent là dans ces fonds qui ont explosé en vol la semaine dernière. C'est-à-dire que ceux qui sont sortis en amont de ce crack, par définition, ceux-là, ils sont à nouveau intéressés. Lorsqu'ils voient un VIX remonter à 50 pour le coup, c'est une véritable opportunité. Même 25, par rapport à un historique qui tourne autour de 15 à 20, vous êtes encore dans une situation d'opportunité. Donc ceux qui ont eu l'intelligence de se retirer de façon prématurée, ceux-là ont effectivement intérêt à souscrire de nouveau à cette stratégie. Jacques Tebeka, vos commentaires et puis la question fondamentale qu'on se posait. Enfin, d'ailleurs, est-ce que les marchés sont moins chers aujourd'hui? Est-ce que vous êtes plus à l'aise avec les marchés, ou est-ce que non, ce qui s'est passé la semaine dernière renforce un petit peu votre méfiance et votre inquiétude vis-à-vis des marchés actuellement? Alors ça la renforce pas, parce qu'on était déjà inquiet depuis un petit bout de temps. Et si je prends un tout petit peu de hauteur sur le mouvement récent, et on regarde par exemple les performances sur des périodes un tout petit peu plus longues, le S&P est juste revenu sur ses niveaux de décembre. Donc on oublie que cette correction qui a eu lieu depuis fin janvier, début février, en fait fait suite à un mois de janvier historique sur la plupart des bourses, où on a connu des hausses de plus de 5%. Sur l'ensemble des marchés. Donc, et ça, c'est quoi? C'est une manière de dire qu'il ne s'est rien passé, Jacques? Il y a eu... Alors,
si on regarde un peu la séquence des événements, il y a en effet des chiffres de salaire, de progression salariale aux États-Unis qui inquiètent les investisseurs, mais je pense que c'est un prétexte pour justifier une baisse, parce que en fait, la raison fondamentale derrière cette baisse, elle est technique. Elle vient d'un changement d'environnement qui est fort, des investisseurs plutôt optimistes, des niveaux de volatilité, on en parlait, qui étaient sur des niveaux historiquement bas, parce qu'on parle du niveau de 50 qu'on a touché ces dernières semaines, mais on était passé sous les 10, qui étaient des niveaux historiquement bas. D'un environnement de taux également très très bas. Et si on regarde, en fait, le marché action, en dépit de cet environnement, a continué à progresser tout au long du mois de janvier, même avant. Alors que les taux se tendaient, je prends le 2 ans américain, c'est depuis cet été et après, au-delà de l'été, que les taux ont dépassé même le seuil des 2%. Et on a connu depuis le courant décembre même une tension sur le 10 ans, bien avant les chiffres de progression des salaires aux États-Unis. Donc on avait plein d'événements comme ça, successifs, qui se sont organisés au cours du temps. Et en fait qui se sont mis en commun et qui se sont traduits par une baisse importante des marchés, qui n'ont fait en fait qu'effacer la hausse assez importante du mois de janvier. Et un retour sur des niveaux de fin décembre simplement. Est-ce que l'idée c'est on repart comme avant, et voilà, on cite l'exemple de ceux qui sont en train de remettre de l'argent au pot, de doubler encore les stratégies sur la baisse de la volatilité. Je parle pas de ça pour vous évidemment, mais est-ce qu'on repart dans la même logique qu'avant, ou est-ce que non, quand même il s'est passé quelque chose et l'environnement, la psychologie de marché a changé? Est-ce que la lecture des choses fondamentales même a changé depuis la semaine dernière? Alors, si la baisse récente, pour moi, est d'ordre technique, il y a un environnement qui a évolué depuis de nombreux mois. Donc c'est ce que je disais, et qui a été, qui a conduit à un aveuglement des investisseurs qui ont refusé de regarder cette partie-là. Sans doute voilé par le fait que enfin la croissance est là, enfin elle est synchronisée. Donc on est dans un contexte très positif. Mais si effectivement les banques centrales et les relances budgétaires, entre autres, ont permis d'atteindre ce résultat, elles impliquent nécessairement un retrait de cette partie-là. Et donc les banques centrales, la Fed en premier lieu, ça a été rappelé avant, vont devoir revoir les politiques extrêmement accommodantes, qui restent encore extrêmement accommodantes dans les prochains mois. Mais fondamentalement, on est toujours sur des bonnes nouvelles, c'est ce que vous nous dites quand même. Paradoxalement, en fait, on a des bonnes nouvelles économiques, de croissance et autres. Et si elle devenait même trop bonne, ça pourrait être une source d'inquiétude, parce que ça mettrait les banques centrales en porte-à-faux par rapport à leur politique. Et d'ailleurs, on voit le coup de tabac qu'on a eu récemment, c'était pour un excès d'optimisme sur la partie inflation. Enfin, elle est liée à cette partie-là. De la même manière, en 2015, fin 2015, début 2016, c'était sur un scénario de déflation lié à la baisse du prix du pétrole qui s'était effondré à ce moment-là, et on était passé dans l'excès totalement inverse. Donc on est vraiment en quelque sorte à la croisée des chemins, où soit les politiques ont été suffisamment efficaces pour générer la croissance, et par définition elles vont devoir être inversées, soit à l'opposé, elles sont insuffisantes, la croissance n'est pas au rendez-vous, et on aura des déceptions. Le deuxième scénario est moins d'actualité aujourd'hui, c'est le premier clairement qui reprend le dessus, mais on est bien dans ce basculement de scénarios extrêmes qui se traduit par des enchaînements sur les marchés très violents. Bon, des bonnes nouvelles fondamentales et des investisseurs qui étaient un peu restés en retard justement par rapport à ces bonnes nouvelles économiques. C'est ça qu'il faut comprendre, Benjamin ? Oui, mais je crois que ce que disait Jacques est important. La séquence de marché depuis décembre est importante. En réalité, et ça explique d'ailleurs, je pense, le mutisme des banques centrales et en particulier de la Fed, qui pour l'instant n'a vraiment rien dit malgré le mouvement qu'on a connu. Alors à l'instant, vous arrivez, Jérôme Powell, parce qu'il a écrit son petit speech, il va prononcer devant le Sénat pour son entrée dans la cour des grands. Il dit on reste en alerte, on reste attentif au développement des marchés financiers. Enfin, il n'y a pas plus creux comme formule, mais c'est ce à quoi j'allais venir. Il le prononce au moment où les choses ont mal tourné. Pour l'instant, rien n'a été fait, rien n'a été dit. Powell vient d'arriver, mais je pense que, et je rejoins aussi un petit peu ce que disait Vincent, on est vraiment à une charnière, et il nous manque un élément aujourd'hui. C'est que pour l'instant, le marché s'inquiète pour l'inflation. Les chiffres de l'inflation aux États-Unis tombent demain. Et c'est ça qui, pour moi, va déterminer un peu ce qui peut se passer dans les jours et dans les semaines qui viennent. Parce que, en gros, si l'inflation est plus forte que ce qui est attendu par le marché, je rappelle, on attend à peu près 1,9 a priori demain pour l'inflation globale. Il y a un chiffre qui baisse un petit peu même. On était à 2 en décembre sur un an. C'est ça.
Et on passerait à 1,9 pour le mois de janvier. C'est ça. Donc si on est sur ces niveaux-là, on va dire bon an mal an, entre 1,8 et 2, pas d'inquiétude. Je pense que le marché devrait se remettre dans une dynamique plutôt positive dans laquelle on est plutôt en train de se réinscrire. On devrait voir la volatilité continuer à baisser. À l'inverse, si on avait une tension sur l'inflation, là, je pense que le marché aurait envie d'aller tester la Banque centrale, notamment la Banque centrale américaine, qu'on pourrait voir les taux se tendre à nouveau et qu'à ce moment-là, on pourrait avoir à nouveau du chahut sur les marchés actions et potentiellement voir un certain nombre d'acteurs, comme l'évoquait Vincent, notamment positionnés sur la volatilité, obligés de continuer à déboucler des positions, alors que pour l'instant, ils sont plutôt repassés en position d'attentisme, voire pour certains qui avaient eu l'occasion de sortir avant, de se remettre en place pour shorter. Bah oui, parce qu'effectivement, comme dit Vincent, c'est tentant. à 50 de volatilité, c'est vrai que bon, bah voilà, c'est. Non, mais je pensais que la vaccination serait un peu plus durable. Mais non, effectivement, non, mais vous avez raison. Shorter à 25 ou 50, oui, ça a plus de sens. À 25, que c'est un peu juste dans le contexte actuel. À 50, bon, c'était plus acceptable. On va marquer une pause dans un instant, mais ça vous rassure ou ça vous inquiète l'emphase qui est mise sur un seul chiffre, un chiffre d'inflation demain à 14h30 aux États-Unis, Jacques? Mais les investisseurs cristallisent souvent leurs anticipations sur un chiffre. Mais moi, il y a un point, je fais juste, avant la page de publicité, revenir sur un élément. Ce que je trouve intéressant, c'est que suite au chiffre de salaire, donc, qui a été le catalyseur à cet excès de volatilité, enfin en tout cas ce pic de volatilité, ce qu'on voit, c'est que les anticipations de politique monétaire, mesurées par les taux, les futurs Fed funds, n'ont pas évolué. C'est vrai. En fait, les investisseurs n'ont pas, au travers de ce chiffre, dit demain, la Banque centrale va resserrer davantage sa politique monétaire qu'on pouvait l'anticiper la veille des chiffres des salaires. Ouais. Donc, ce qui me conforte, me pousse encore dans l'idée que on a juste assisté à un mouvement technique. Ouais, c'est ça. Ouais. Et le mouvement technique qui vient avec plein l'environnement que j'ai décrit tout à l'heure, qui était un petit peu inquiétant, avec d'autres marchés qui avaient intégré ces éléments-là, et ça a été un prétexte. C'est ça. Fondamentalement, le scénario d'inflation n'a pas changé avant et après la publication du chiffre de salaire. Quand on regarde les break-even d'inflation, les inflations point mort, quand on regarde les swaps d'inflation, enfin tous les chiffres qui vont dans ce sens-là, ne montrent pas effectivement d'accélération de l'inflation. On marque une pause, restez avec nous, on poursuit cette discussion avec nos invités du Club de la Bourse, avec nous jusqu'à 18h. Le CAC, dernier quart d'heure, moins 0,28% actuellement, 5125 points. BFM Business, Intégral Bourse, jusqu'à 18h, le Club de la Bourse. Nos invités avec nous jusqu'à 18h. Quel scénario se dessine pour les marchés? On pose ces questions, on en parle avec Jacques Tébéka, directeur de la gestion de Mansartis, Benjamin Louvet, gérant matières premières chez Ophi Asset Management, Vincent Lecartier, responsable de l'allocation d'actifs chez WeSave. Demain, donc, ce chiffre d'inflation, 14h30 aux États-Unis. On attend un chiffre, autour de 2. On était à 2,1% en termes de hausse des prix en rythme annuel aux États-Unis pour le mois de décembre. On attend normalement une légère décélération autour de 1,9%. On va dire que ça reste à peu près dans les purs, autour de 2. Jacques, votre sentiment quand même, c'est que après des déceptions en série sur le front de l'inflation en 2017, on est en train de faire l'histoire dans l'autre sens. Là, on va avoir des surprises de plus en plus positives sur l'inflation au fur et à mesure que les mois vont passer. Avec les inquiétudes que ça peut provoquer, on l'a vu chez les investisseurs, ou est-ce que non, cette partie-là, elle n'est pas encore gagnée du tout et c'est pas un chiffre de salaire qui remet en question quand même tout l'environnement dans lequel on évolue depuis des années maintenant? Disons que déjà sur la première partie de l'année, on aura un effet embarqué, un effet de base positif sur la partie matières premières. C'est-à-dire que les matières premières s'étaient cassé la figure sur la première partie de l'année dernière. Donc mécaniquement, on va avoir un effet positif sur ce début de l'année, sauf à ce qu'on ait un effondrement des prix, ce qui a priori n'a aucun sens vu l'état des équilibres entre offre et demande à l'heure actuelle. Pour ce qui est des salaires de façon spécifique aux États-Unis, quand on est à 4% de taux de chômage et que ce 4% a l'air de se répéter sur plusieurs mois consécutifs, on est de toute évidence sur une zone plus ou moins incompressible. Donc il est très probable que désormais les entreprises soient obligées de passer des hausses de salaire. Ouais. Par ailleurs, on sait qu'il y a de plus en plus de problèmes de qualification par rapport aux offres d'emploi qui sont proposées. Donc de toute évidence, les entreprises américaines vont devoir augmenter les salaires. Et le fait de doper l'économie avec un soutien fiscal, avec un soutien imminent sur la partie infrastructure, c'est évident qu'il va y avoir des tensions salariales aux États-Unis.
Par ailleurs, on est dans une situation économique mondiale plutôt bien coordonnée. Ce qui veut dire qu'un peu partout dans le monde, on tire sur les outils de production. Et tirer sur les outils de production, ça veut dire aussi sur les emplois. Donc au bout d'un certain temps, vous devez rétrocéder une partie de vos bénéfices aussi vers les salariés pour vous assurer qu'effectivement votre outil soit opérationnel quand c'est nécessaire. Donc je pense qu'effectivement, à la fois dans les émergents, aux États-Unis, un peu partout dans le monde, il y a de la place pour des bonnes surprises. Il y a de la place pour des augmentations de salaire. Mais pour des, il y a de la place pour des augmentations de salaire. Donc une inflation positive de mon point de vue, parce que derrière ça veut dire aussi un entretien de la consommation, mais les marchés peuvent eux l'interpréter comme étant une information négative, c'est-à-dire une perte de rentabilité des entreprises et donc faire baisser les marchés actions. Les marchés d'actions. La question, parce que quand même sur cette histoire d'inflation, entre la déflation on n'est plus dedans, mais il y a eu la reflation qui s'affirme, maintenant on parle d'inflation, enfin derrière les mots, est-ce qu'on peut, je ne sais pas si on peut mettre un chiffre, mais 2,90 sur le 10 ans américain, c'est une étape intermédiaire ou c'est déjà la ligne d'arrivée là, quasiment? On est à 2,90 sur le taux à 10 ans. On est à 2,84 aujourd'hui. On est sur un prévisionnel autour de 2,80, 2,90 également sur la croissance américaine. En face de ça, on a autour de 2,30 de prévision d'inflation cette année. Donc moi, très sincèrement, j'ai l'impression que 3% est un niveau d'équilibre. On peut aller au-delà. Mais 3%, on devait les faire en fin d'année. C'est l'objectif consensuel de fin d'année 2018, les marchés, 3%. Là, on y est quasiment. Les marchés vont toujours beaucoup plus vite et beaucoup plus fort dans les deux sens, à la hausse comme à la baisse. Ils vont toujours beaucoup plus vite et beaucoup plus fort que ce qu'on peut anticiper. Et parce que c'est aller plus vite, c'est pas pour autant qu'il faut relever l'objectif qu'on a sur le 10 ans à ce stade. Mais ça n'est pas ce que font les opérateurs aujourd'hui. Quand vous regardez les situations d'inflation, d'anticipation d'inflation, on n'est pas dans cette situation. Benjamin Louvet, vos commentaires et puis des éléments sur le pétrole aussi, parce que le pétrole, alors il y aura des effets de base positifs, mais le pétrole a quand même perdu 10% la semaine dernière, il baisse encore de 1% aujourd'hui. Est-ce que c'est pas en contradiction avec l'histoire de la reflation? On l'avait dit. Vous l'aviez dit, moi j'avais rien dit. C'est saisonnier quelque part, c'était attendu, mais on y reviendra. Je reviens à la problématique de l'inflation, ce que disait Vincent est tout à fait exact. En fait, ce qui va compter, c'est une question d'équilibre. La question, c'est de savoir si la Fed est devant ou derrière la courbe d'inflation. Voilà, c'est ça qui va compter. 3% si on a... Alors, et après, l'autre problème, c'est jusqu'où va l'inflation. Parce que 2%, 2,5% d'inflation, c'est acceptable. Au-delà, on va commencer à craindre une hyperinflation et une surchauffe qui poserait un vrai problème. Et on pourrait avoir la Fed qui sera derrière la courbe. C'est toute la problématique qu'on évoquait régulièrement quand on parlait de l'or et de la problématique des taux réels. En réalité, le problème, c'est que la Fed est obligée de tenir compte du niveau de l'inflation parce que, encore une fois, quand vous êtes un État comme les États-Unis, que vous avez 107% de dette sur PIB, que là, en plus, on vient d'annoncer un plan d'infrastructure qui annonce, je crois, on a les derniers calculs du budget Office, c'est 7 000 milliards de dettes en plus sur les 10 prochaines années, ce qui fait quand même encore juste 35% de dette en plus. Quand on est à 107%, quand vous êtes à 107% de dette sur PIB, 1% de hausse des taux d'intérêt réels, c'est 1% de votre PIB qui part en remboursement des intérêts de votre dette. À la duration près de la dette, on est bien d'accord, mais c'est vers ça qu'on va, avec une duration moyenne qui est de 6 ans, donc ça veut dire que tous les 6 ans, vous renouvelez le stock de votre dette. Donc si l'inflation commençait si on commençait à perdre le contrôle de l'inflation, là, les marchés pourraient vraiment s'inquiéter. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Pour l'instant, c'est pas le cas. Pour l'instant, on a une inflation qu'on a même du mal à faire redécoller. L'autre élément qui est important, on le soulignait, c'est l'impact des émergents. Aujourd'hui, notamment la Chine, qui exporte énormément de produits manufacturés, se retrouve avec des prix à la production qui sont en train de monter. Et généralement, alors que la Chine nous avait exporté de la déflation pendant très longtemps, généralement, quand les prix en Chine ont tendance à monter, ça peut présager d'une montée de l'inflation dans les pays occidentaux. Ouais. Effectivement, donc on pourrait peut-être s'attendre à une remontée de l'inflation de ce côté-là, et puis à l'impact des prix du pétrole, effectivement. Ouais. Les prix à la production, les prix sortis d'usine. Non, mais juste là, de manière plus immédiate, le pétrole qui baisse de 10% au moment où on est dans cette tourmente de marché, et tout le monde nous dit, mais c'est parce que les salaires montent aux États-Unis, c'est parce que l'inflation enfin arrive. On a les matières premières, le pétrole, la matière première clé qui perd 10%. Il n'y a pas antinomie là entre les deux messages. C'est oublié que le marché du pétrole est avant tout un marché de matières premières physiques, et que en réalité on est dans une période où, je sais que ça peut paraître un peu étrange, mais où on consomme moins de pétrole
dans l'année, parce que la période où on consomme le plus de pétrole, c'est pendant l'été, parce que c'est le moment où les gens partent en vacances, donc on consomme énormément d'essence, et c'est le moment où il fait très chaud au Moyen-Orient, donc ils consomment beaucoup de pétrole pour les climatisations et pour le refroidissement d'une façon générale. Donc on consomme à peu près 1,5 million à 2 millions de barils par jour de plus au troisième trimestre qu'au premier et au deuxième trimestre. Donc dans cette phase-là, on sait qu'on doit normalement avoir une reconstitution des stocks. Cette reconstitution a tardé, c'est pour ça que le pétrole était monté peut-être un petit peu plus que ce que nous on anticipait à court terme. Pourquoi ? Parce que en réalité, quand il y avait eu l'ouragan qui avait touché les États-Unis, ça avait perturbé l'approvisionnement en produits raffinés. Donc les marges de raffinage se sont écartées. Donc les raffineries ont gagné beaucoup d'argent. Donc elles sont restées ouvertes, elles ont des maintenances à faire obligatoires, mais vu qu'elles gagnaient beaucoup d'argent, elles sont restées ouvertes le plus longtemps possible. Donc ces stocks ont continué dans un premier temps à se reconstituer, mais les stocks de pétrole, eux, diminuaient. Et aujourd'hui, on arrive à ces opérations de maintenance, on arrive à une période où l'hiver a tendance à se radoucir, et donc on a manifestement une reconstitution des stocks de pétrole, ce qui entraîne cette baisse qui ne devrait pas aller beaucoup plus loin. Elle devrait aller, je pense, au maximum aux alentours de $55 sur le pétrole WTI. Il y avait aussi des énormes positions spéculatives. C'est vrai, hein. Et on était sur des niveaux records, et notamment un ratio entre les longs et les shorts en spéculatif qui était très très élevé. Et donc tout ça, ça explique cette prise de bénéfice. Il ne faut pas tirer d'enseignements, voilà, c'est ça, sur le scénario. La tendance sur le pétrole, du pétrole. La tendance sur le pétrole, elle reste haussière. Jacques, des commentaires sur le pétrole si vous le souhaitez. Puis je voudrais qu'on revienne à cette question d'équilibre. Moi, je comprends. Si c'est plus d'inflation parce que plus de croissance, ça c'est le scénario idéal. On décale un peu les paramètres d'un cran, mais ça reste un scénario favorable pour les marchés. Est-ce qu'on risque pas de basculer assez vite d'ailleurs dans quelque chose où ce serait plus d'inflation, mais une croissance qui n'arrive plus à accélérer et même qui pourrait commencer à décélérer? Est-ce que c'est pas d'ailleurs, à travers les secousses de la semaine dernière, est-ce que c'est pas aussi un petit peu ce qui est en train de se mettre en place dans la tête des investisseurs? Alors déjà, je ne ferai pas de commentaire sur le pétrole. Parce qu'il y a Benjamin. Oui, ah bah non, mais non, mais si parce qu'il y a Benjamin, plus personne ne veut parler du pétrole, alors ça sert à rien. J'invite plus Benjamin. Je vais pas ajouter. Allez-y. Mais par contre, je vais revenir sur l'autre point, qui est que je trouve beaucoup plus important dans la structure actuelle des marchés. Il ne faut pas perdre de vue qu'on vit depuis à peu près autour de 2008 avec des politiques monétaires ultra accommodantes. Qui sont traduits par, enfin je ne vais pas refaire l'histoire, des taux négatifs ou proches de zéro, des banquiers centraux qui ont augmenté la taille de leur bilan, 100% de la taille du bilan au Japon c'est 100%, on n'est pas loin d'un tiers en zone euro et de 25%, autour de 20-25% aux États-Unis. Donc une taille de bilan qui s'est fortement augmentée. Rapporté à l'économie, rapporté au PIB. Au PIB, oui, rapporté au PIB. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a la Fed qui, depuis 2 ans, est rentrée dans une communication avec les investisseurs en disant je vais renormaliser ma politique. Et ce qui a rassuré l'ensemble des investisseurs, qui s'est traduit aussi par ces niveaux de volatilité historiquement bas et ces marchés qui n'ont cessé de monter, c'est cet environnement qui paraissait maîtrisé, c'est-à-dire une croissance autour de 2, c'est ça. Et une inflation raisonnable sous les objectifs des banquiers centraux. Donc la Fed pouvait être dans cette dynamique d'échange avec les investisseurs en disant ne vous inquiétez pas, je renormalise, j'ai le temps, tout se passe bien et il n'y a pas de dérapage. Et en fait, c'était le scénario Goldilocks. C'était le scénario un peu idéal. Et en fait, on voit bien que ce type d'équilibre de situation est instable par définition, parce que soit, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, on a des chiffres qui sortent, la Fed a bien travaillé, et effectivement la croissance accélère, et à un moment on a des pressions inflationnistes qui vont émerger, soit ça n'a pas marché. Et on ça n'a pas marché, ou soit le cycle arrive à son terme aussi. Alors à un moment, les cycles généralement ne meurent pas de leur vieillesse. Il y a des chocs. Non, mais d'une inflation un peu soit trop forte. L'économie est fragile, bien qu'étant positif, donc il y a aussi une hypothèse raisonnable, et les hausses successives de la Fed mettent en péril cet équilibre. Entament le moteur et finissent sur des niveaux beaucoup plus bas que ce qu'on a pu connaître dans le passé, parce que les agences sont très endettées, etc. Et donc on est un petit peu à cette croisée des chemins qui est importante et qui rejoint ce que je décrivais tout à l'heure. C'est-à-dire il ne faut pas perdre de vue qu'il y a 6 mois, le scénario qui inquiétait tout le monde, c'était celui de déflation. Et aujourd'hui, on est passé à l'extrême total par rapport aux perspectives d'inflation. Alors même si c'est donc vous dites quoi, c'est un peu bateau, mais la vérité elle est un peu plus entre les deux. Alors moi je crois que de toute façon la Fed n'a pas d'autre choix que de poursuivre sa normalisation. Donc tous les discours peuvent être tout ce qu'ils pourront dire. Oui, ils n'ont pas prévu de rétro-pédaler pour l'instant. Il faut être raisonnable. On est aujourd'hui même aux États-Unis sur des taux réels qui sont proches de zéro. Donc on n'est plus sur des taux nominaux à zéro, on est sur des taux réels proches de zéro.
Donc si effectivement la croissance est bien là, et bien robuste, ce qui semble être le cas, la Fed n'a pas d'autre alternative, n'a pas d'autre solution que de continuer à monter ses taux jusqu'à arriver à la zone où ça ralentit l'économie. Ce qu'on a vu à chaque fois dans le cycle de 2003-2008, 2003-2007, c'est bien ce qu'on a vu. La Fed qui a monté progressivement ses taux jusqu'à atteindre le point de retournement de l'activité. Et à chaque fois, ça a été le même scénario. Donc la Fed n'a pas d'autre choix que de monter ses taux. Et donc, en conséquence, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on a vu, par exemple, au cours de l'année 2017, dans ce mouvement d'anticipation de hausse de taux de la Fed, les taux longs ne pas bouger, quasiment ne pas bouger. Donc un aplatissement de la courbe. Donc on était dans un scénario totalement opposé. Les investisseurs qui disaient c'est récessif. Les hausses de taux. Et dans le mouvement récent, c'est au contraire les taux longs qui sont repartis avec cette idée d'accélération, d'emballement. Alors à la marge, on n'est pas sur des mouvements extrêmement violents. C'est de la dynamique. La dynamique, on est dans le relatif des marchés et qui s'est traduit par un emballement en début d'année et une correction qui ne fait juste que nous faire revenir au niveau de décembre. Je me répète, mais c'est un point important. En fait, la correction est violente, effectivement, depuis début février, mais il faut la mettre en perspective du mouvement précédent. Des marchés, effectivement, qui sont revenus sur des niveaux d'il y a quelques mois à peine, notamment sur le marché américain. Des marchés quand même qui restent un peu sonnés. On est quelques jours après, un peu plus d'une semaine après le choc de volatilité du 5 février dernier à Wall Street. Mais on voit bien qu'il y a encore pas mal de mouvements erratiques, peu de convictions et sans doute encore des mouvements techniques liés effectivement à ce choc de volatilité. Volatilité pour l'instant qui tourne autour de 26 pour le VIX américain et des marchés européens qui vont terminer en baisse de l'ordre de 0,5% d'ici quelques minutes. Une pause et on boucle ensemble cette séance européenne. Fin de séance sur les marchés européens, moins 0,5% pour le CAC 5114 points. On trouvera peut-être le moment de dire un mot de quelques valeurs qui ont marqué cette séance. Alors pas forcément des valeurs spécifiques, ou en tout cas pas forcément une analyse spécifique de ces valeurs, mais qu'est-ce que ça nous dit de l'ambiance de marché quand on voit un Kering qui a publié des résultats historiques époustouflants, et je cite le patron de Kering, François-Henri Pinault, sur notre antenne ce matin. Si vous avez raté son interview avec Stéphane Soumier, vous la retrouvez en replay. C'est pas tous les jours qu'on a une interview sur 15 minutes de François-Henri Pinault en radio-télé. Kering, moins 4% pourtant, malgré ses résultats époustouflants et historiques. Michelin aussi, un petit peu dans la même veine. Là aussi, des valeurs qui sont chères, bien valorisées, mais qui apportent aussi de la croissance et de la visibilité aux investisseurs. C'est ça qu'on paye à travers ces valeurs-là. Michelin, qui sort des résultats historiques. Là aussi, il n'y a rien à dire sur les résultats. Et le marché plutôt regarde ça d'un œil un peu froid, puisque le titre Michelin recule de 2% cet après-midi. On notera LVMH, dans le sillage de Kering, sans nouvelle particulière, mais LVMH qui accompagne le mouvement de Kering par sympathie. Moins 1,9% pour LVMH. On notera les cours du pétrole qui repartent à la baisse. Il y a eu une séance de stabilisation, on va dire, hier, mais on rebaisse à nouveau sur les cours du pétrole aujourd'hui. Ça donne Technip FMC en baisse d'un peu plus de 2% actuellement. Et puis à l'inverse, on notera dans la série des publications de résultats, dans les valeurs moyennes, on a eu des très bonnes choses du côté de Ubisoft. Là aussi, pourtant un titre qui est bien valorisé déjà. Il y a toujours cette petite prime spéculative avec Vivendi au capital, évidemment. Ubisoft, au-delà de ça, a sorti de très bons résultats trimestriels, confirmé ses objectifs financiers pour son exercice décalé 2017-2018. Le titre prend plus de 6% ce soir. On avait visiblement aussi de très bonnes choses du côté de Coface. J'avoue que j'ai pas eu le temps de rentrer dans le détail de la publication de Coface, mais ça a l'air d'être bon. Le titre prend 9% ce soir. On avait bonne chose également dans le secteur de l'intérim. C'est toujours un indicateur intéressant à regarder chez le numéro 2 du secteur, Randstad, qui bondit de plus de 2% à Amsterdam après ses résultats. Et puis séance encore compliquée, on notera pour SES Global dans les satellites. On avait appris hier le départ coup sur coup du directeur général et du directeur financier. Qui sont remplacés bien sûr, mais ça a été une surprise pour le marché. Les résultats de SES seront publiés dans quelques jours maintenant. Le titre chute encore de 5% ce soir. Et puis on notera Publicis qui termine comme la vedette du CAC. Publicis qui se rattrape après sa publication de croissance la semaine dernière. Le titre est quand même l'un des moins valorisés du secteur de la publicité, dans un secteur qui est déjà compliqué, boursièrement parlant. Et Publicis en plus décroche un gros contrat
contrat auprès de Mercedes-Benz, gros contrat pluriannuel. Et le titre gagne près de 4% ce soir en tête du CAC. Le CAC 40 à l'arrivée, moins 0,6%. Petit coup de faiblesse en fin de séance. 5109 points actuellement. BFM Business, Intégral Bourse, on refait la séance. Nos invités en plateau, évidemment, et puis les commentaires de Jean-Louis Cussac qu'on retrouve pour la clôture en duplex. Quelques instants, Jean-Louis, rebonjour chez Perceval Finance Conseil. On se parlait tout à l'heure, c'est le constat qu'on faisait, Jean-Louis, j'imagine que vous confirmez. On a quand même... Alors, à la fois, on voit bien qu'il n'y a plus trop de catalyseurs à la baisse, et en même temps, on voit qu'on a du mal à se relever quand même, alors là, du niveau des 5100, 5125 points sur le CAC 40. Oui, c'est pour ça je vous disais, on est un petit peu dans la situation des 5005. Les gérants, en fait, je pense, sont toujours extrêmement méfiants. Quand vous dites le marché est sonné, non, je suis pas d'accord. Je pense que les gérants ne sont pas du tout sonnés. Ils étaient hyper méfiants et ils le restent encore. Je pense même qu'ils sont prêts à passer à l'initiative. Mais je pense aussi que cette phase, pour l'instant, pose problème, à savoir... Est-ce qu'on reprend des initiatives à la chaîne en haletant, pas trop se précipiter? En tout cas, l'idée de prendre des initiatives à la vente n'est pas encore d'actualité. Donc, il y a une phase d'attente de leur côté. D'où des marchés qui bougent sans rencontrer de résistance, de véritables contreparties, de véritables densités, avec des algos qui déclenchent souvent des ruptures de niveau, comme on l'a vu hors séance, etc. Et donc, une volatilité intraday qui reste relativement importante. Mais il n'y a pas un phénomène d'inquiétude. Il y a de la fébrilité, il y a des doutes, il y a de l'observation. Et je pense qu'on va passer en effet par une phase d'observation du marché. Techniquement, par exemple, moi ce que je fais, c'est je suis vendeur, mais je suis raisonnablement vendeur. Ça, c'est vraiment sur les perspectives très court terme. Je parie pas sur le fait qu'on va retourner à 4008, 4007. On peut, mais ma manière de travailler ne va pas dans cette direction. Donc je vais être raisonnablement vendeur. Je vais essayer de vendre, par exemple, ce matin sur le niveau 5150 à peu près. Au-dessus de 5280, je vais neutraliser. Au-dessus de 5350, je repasse avec plutôt un biais acheteur. Voilà, c'est en gros ça, c'est le canevas de base. Donc là, le fait est que la cause de la baisse est parfaitement identifiée. C'est une baisse à cause d'un élément technique et à cause de débouclement de positions, justement de positions qui ne pouvaient plus faire face à des appels de marge. Parce que sur une vente de vol, et notamment d'options, la marge réclamée va à un moment passer, par exemple, de 1 à 5. C'est-à-dire on va vous réclamer 5 fois plus pour une variation de marché, somme toute, relativement importante, oui, mais en même temps, c'est pas le bout du monde. Passer de 5005 à 5000, on l'a fait au mois de septembre, personne n'a crié au scandale. Sauf que là, ça s'est fait extrêmement brutalement et ils n'ont pas eu le temps de se protéger. Voilà, donc il ne faut pas non plus paniquer. Et je pense que, enfin, je sais pas, moi, aux gérants de le confirmer, mais en tout cas, avec ceux qui je parle, moi, ils sont plutôt bien, parce qu'ils étaient déjà méfiants, et ils sont presque prêts, je vous dis, à passer à l'offensive. Eh ben, on va leur poser la question, mais on va leur poser la question. Vous avez raison, je me fais votre relais, Jean-Louis. Question au gérant, Jacques Tébéca, Mansartis, Vincent Lecartier, WeSave. Sonné ou pas, messieurs, et prêt à passer à l'initiative, oui ou non, et dans quel sens je préfère le savoir, Jacques. Sonné, non. Ouais. Je ne vais pas revenir sur toutes les raisons. Non, mais ça très bien. Voilà, je ne reviens pas là-dessus. Prise d'initiative ou pas? Non, à ce stade, non. Pour la raison que je rappelais tout à l'heure, je pense qu'il est un peu tôt pour passer à l'initiative. On a toujours des marchés qui sont chers. On est dans une phase de turbulence pour des raisons techniques. Il y a du fondamental devant nous qui est un petit peu incertain. Donc il est un peu tôt, selon nous, pour passer tout de suite à l'initiative. Marché encore cher. Non mais c'est important ça. Pour répondre clairement à votre question sur la prise de l'initiative. C'est très clair. Marché encore cher, ça veut dire que vous attendez qu'il soit peut-être un peu moins cher demain? Ah bah oui. Oui, par définition. Quand on regarde la plupart, que ce soit sur la partie, donc je vais revenir rapidement, les taux réels sont proches de zéro, ce qui n'est pas leur niveau historique compte tenu de la partie croissance. Les spreads de crédit sont au plus bas, quasi proches des plus bas. Et quand on regarde les marchés actions en termes de PER,
renormalisé et par le PE instantané, on est aussi sur des niveaux qui sont historiquement élevés. Après, je peux étendre à d'autres marchés, on est toujours dans la même histoire. L'élastique est toujours tendu un peu partout. L'élastique, oui, on est légèrement négatif simplement depuis le début de l'année. On n'a pas fait grand-chose. Donc pas de prise d'initiative à court terme pour l'instant. En tout cas, l'initiative pour l'instant, c'est de ne rien faire. Voilà, c'est ça, d'attendre de voir. D'être légèrement défensif, donc c'est déjà une initiative, bien sûr. Mais de ne pas revenir en dépit de la correction qu'on a eue depuis 15 jours. Vincent, est-ce qu'il y a eu, vous avez eu des prises d'initiative depuis la semaine dernière ou pas, et comment est-ce que vous préparez les prochaines prises d'initiative, dans quel sens et dans quelle idée vous vous préparez à reprendre des initiatives? Alors, pas de prise d'initiative pour le moment. Les marchés sont chers, oui. On a quand même eu toute une série de publications qui ont permis d'accroître de façon très violente, je pense aux États-Unis notamment, les perspectives de résultats. Donc, comme on est revenu à 0 sur l'année, ça veut dire que malgré tout, on a décoter un petit peu les marchés. C'est un peu moins cher quand même par rapport aux gens. Donc pour moi, malgré tout, quand on essaye de regarder les valorisations, on est quand même plutôt dans une situation un peu plus attrayante de ce point de vue. En revanche, effectivement, la remontée des taux d'intérêt pénalise l'actualisation des flux. Donc il y a des phénomènes qui peuvent se neutraliser. Donc de mon point de vue, aujourd'hui, on est à peu près sur les mêmes niveaux de valorisation qu'en fin d'année. Les perspectives économiques sont favorables. Pour nous, l'inflation qu'on risque d'avoir ne peut pas être très rapide, très violente. Donc on est plutôt dans un scénario, je dirais, assez favorable, où ça va plutôt transmettre de la consommation que d'être un facteur de stress très important. Les banques centrales, on est passé de 2006 à 2016 de 350% du PIB à 390% du PIB d'endettement mondial. Donc il est impossible aux banques centrales de laisser monter violemment les taux d'intérêt. Donc quoi qu'il arrive, elles, par leur discours ou par leurs actes, elles freineront la remontée des taux d'intérêt parce si ça venait à déraper. Voilà, parce qu'elles savent très bien que ça ne serait plus supportable pour nos économies. Très clair. Juste une question au passage avant qu'on marque une dernière pause. Kering là, qui perd 4% sur des résultats historiques, époustouflants, mirifiques, spectaculaires. On peut prendre tous les superlatifs qu'on veut. Comment on explique ça aujourd'hui, Vincent ? Moi, c'est une thématique que j'aime beaucoup parce que c'est un profil de société qui a beaucoup de pricing power. Donc, dans un scénario de remontée d'inflation, moi, j'aime beaucoup ce profil de société. Mais par contre, quand on regarde le parcours qu'elle a eu l'an dernier, c'est assez logique de voir les investisseurs prendre des bénéfices sur des titres en se disant, là, je suis en plus-value majeure. Je grignote, je retire une petite partie de ma position, je garde ma position initiale, mais je prends au moins une plus-value. Voilà, quelque chose. Donc c'est assez logique. Il n'y a pas de doute, il n'y a pas d'interrogation fondamentale là, à travers la baisse de Kering sur la publication des résultats. Rien que j'ai vu en tout cas. Jacques, allez-y bien sûr, et puis on marquera une pause. Oui, juste un petit mot sur le comportement des banquiers centraux face à l'endettement. Alors on va marquer une pause. Non, parce que je pensais que vous vouliez dire un mot sur Kering. Non, sur Kering, rien à dire. Non, mais ça dit quelque chose de l'ambiance de marché ou pas ? Kering qui perd 4% sur des résultats historiques, non ? Rien de pertinent à ajouter par rapport à ce qui a été dit précédemment. Bon, donc voilà, ça montre qu'il y a un stress. Ça montre quand même, voilà, c'est ça. On est moins prêt à payer très cher ce qui vaut cher. Kering, moins 4% ce soir, plus forte baisse du CAC, et à l'inverse Publicis, plus 4% avec notamment un contrat remporté auprès de Mercedes. On marque une pause, nos invités avec nous jusqu'à 18h, Jacques Tebeka qui avait un mot à dire sur les banques centrales et Benjamin Louvet avec nous. On parle pétrole encore avec vous Benjamin dans un moment. Oui, et puis initiative aussi. Et puis initiative. BFM Business, Intégral Bourse, jusqu'à 18h, le club de la bourse. 3 invités avec nous jusqu'à 18h, Vincent Lecartier, responsable de location d'actifs de WeSave, Benjamin Louvet, gérant matières premières chez Ophi Asset Management, et Jacques Tebeka, directeur de la gestion de Mansartis. Je voulais vous passer la parole, Benjamin, mais Jacques avait un petit commentaire à faire sur les banques centrales et la manière dont elles pourraient réagir à ces fluctuations de marché. Non, en fait, je vais revenir sur un point qui a été évoqué tout à l'heure sur le niveau d'endettement et le comportement des banquiers centraux. Je voudrais juste rappeler que l'objectif des banquiers centraux, c'est pas l'endettement. Ils ne manipulent pas, ils ne cherchent pas à gérer l'endettement. Leur objectif, c'est l'inflation, comme pour la BCE, et la croissance. Le niveau d'endettement, en fait, fait pour moi qu'il y a une sensibilité du système plus importante à des hausses de taux, simplement. Mais ce n'est pas un objectif en tant que tel. Et la Fed, si elle juge que l'inflation et la croissance sont effectivement au rendez-vous, et on en a longuement parlé, je ne vais pas revenir sur ce sujet,
elle monte assez tôt, même si le niveau d'endettement est plus élevé aujourd'hui qu'il ne l'était. C'est la stabilité financière qui est regardée aussi. Oui, mais elle est obligée, par rapport à cet aspect-là, à venir en réaction. Elle ne peut pas être proactive et maintenir durablement des taux indéfiniment bas parce que le niveau d'endettement est élevé. Je voulais juste rappeler ce point qui, pour moi, ne peut pas être un obstacle pour la Fed de monter ses taux. Et ça rejoint ce que disait Benjamin, et du positionnement des banquiers centraux et de la Fed en particulier, si elles sont en avance ou en retard par rapport au cycle d'inflation. Et à ce stade, les commentaires des banquiers centraux ont plutôt été dans le sens de l'accueil favorable d'une correction salutaire. Enfin, certains d'entre eux même devaient être profondément soulagés de voir quand même un peu ce genre de correction de marché, de voir un marché un peu plus volatile, un peu plus vivant, plus uniquement dans un seul sens. Parce que ça, c'est peut-être plutôt ce qui les inquiétait. Tant que quoi, tant que ça en reste là, effectivement. Tant que ça en reste là, voilà, c'est ça. Tant que c'est. On a annulé le mois de janvier. Il n'y a pas de vague 2, vague 3 qui arrive derrière. Benjamin, vos commentaires, on vous a pas entendu sur quel type d'initiative on peut prendre ou vous préparez à prendre dans ce marché. Et de manière assez immédiate, je crois qu'on peut revenir sur le chiffre d'inflation demain 14h30 parce que ça va être visiblement un chiffre marquant. J'ai envie de vous dire, ça dépend. Ça dépend, ça dépasse forcément, comme dit le film. Mais c'est exactement ça. C'est pour moi, soit l'inflation est au-dessus des attentes. Et là, on peut s'attendre effectivement à une phase de marché peut-être à nouveau un peu compliquée. Et donc, je serai un peu dans l'attente sur la partie action, mais prêt à réagir parce que s'il y a de l'inflation, les meilleures valeurs historiquement de ce qu'on constate en termes de corrélation, c'est plutôt les valeurs du secteur des matières premières. Donc là, je pense qu'il y aura quelque chose à faire, en particulier les énergies et les métaux de base, les valeurs énergétiques et métaux de base. Et j'achèterai un petit peu d'or tout de suite. Parce que si les marchés actions deviennent inquiets, alors c'est peut-être le moment de faire une parenthèse. Dans la première phase de baisse des marchés, là, il y a un certain nombre de gens qui n'ont pas compris le comportement de l'or parce que l'or n'a pas monté. N'a rien fait. En fait, l'or n'a pas monté parce qu'il s'est passé un petit peu ce qui s'était passé en 2008, c'est que au moment de la première correction de marché, quand on sort d'une période longue comme ça de progression, aussi bien sur les actions que sur les métaux précieux, je rappelle que l'or avait fait à peu près 12% l'année dernière, eh bien, il faut trouver un moyen, il faut trouver des liquidités rapidement. L'or avait bien monté, c'était un moyen de prendre des liquidités, de vendre sa position, une partie des positions sur l'or. On l'a vu, les positions ETF ont baissé pour pouvoir payer les appels de marge sur les actions. Dans la deuxième phase, s'il devait y avoir une deuxième phase de baisse sur les actions, je pense qu'on verrait l'or repartir à la hausse et potentiellement retester le niveau vraiment important sur l'or aujourd'hui, qui est $1 365 l'once. Au-delà de l'or, on notera quand même que d'autres indicateurs d'aversion au risque, type yen ou franc suisse, n'ont pas non plus été particulièrement sollicités. Non, parce qu'on est obligataire. Et les marchés obligataires non plus. Généralement, les valeurs refuges, pardon. On est dans une réaction, effectivement, pour l'instant, qui est plutôt technique de correction. Donc on reprend. Si demain le chiffre d'inflation est un peu plus fort, donc on achète de l'or, on attend un petit peu sur les actions, mais on devient vigilant parce qu'il y aura des occasions de rentrer sur des actions matières premières, avec toujours un scénario très positif sur le pétrole. D'ici la fin d'année, on pourra en dire un mot si vous voulez. À l'inverse, si les chiffres de l'inflation sont cohérents avec ce que le marché attend, je pense qu'on va rentrer dans un régime plutôt relativement d'accalmie sur les marchés actions, avec une remontée qui devrait se passer, on va dire, tranquillement, revenir sur des niveaux, peut-être pas les niveaux qu'on a connus au plus haut du mois de janvier ou du début du mois de février, mais sur des niveaux, on va dire 5 à 7% plus haut. Et là, je pourrais effectivement penser à me repositionner sur les valeurs matières premières, parce que c'est le domaine que je connais, dès demain, parce qu'il y aurait des opportunités effectivement de performances intéressantes. Profiter de la baisse du pétrole qu'il y a eu, effectivement, peut-être pour rentrer par exemple sur ces valeurs. Rester positif sur le pétrole aussi. Fond sur le pétrole, ça n'a pas changé. Pour moi, l'objectif sur le pétrole, à court terme, c'était un retour sur les $55. Entre 55 et 57, on en avait parlé sur le WTI, et aux alentours de, donc vous faites $4 au-dessus, aux alentours de 59, 61 sur le Brent. On les a quasiment atteints, donc je me tiens prêt. Vous parlez d'initiative, là je me tiens prêt, parce que le scénario pour la fin d'année, c'est toujours pour nous chez Ophi Asset Management, 75-80 sur le WTI et 80-85 sur le Brent. Pourquoi ? Parce que les shales vont partir, c'est vrai, mais il y a un autre problème dont on n'aura pas le temps de parler ici, qui est le problème de qualité de pétrole d'une part. Il y a un autre problème, c'est qu'on a toujours une très forte demande, et accessoirement, on a des stocks qui sont en train de baisser globalement à vitesse grand V, enfin l'année dernière, et là ils sont en train de se reconstituer, je vous le disais, mais l'OPEP tient bon et est en train d'obtenir son but. L'Agence internationale de l'énergie a sorti ses stats aujourd'hui pour l'année dernière. En décembre, on n'était plus que 52 millions de barils au-dessus de la moyenne 5 ans pour les pays de l'OCDE. Je rappelle, l'objectif de l'OPEP, c'est de ramener ces stocks de pétrole de l'OCDE à la moyenne 5 ans.
Donc on est vraiment en train de progresser en ce sens. Ça va permettre dans la deuxième partie d'année au pétrole de remonter, parce que je vous rappelle qu'après on va commencer à manquer de pétrole a priori en 2020, on va commencer à le réaliser en fin d'année, et qu'à ce moment-là il faudra faire ce qu'il faut pour pouvoir augmenter la production de pétrole rapidement. Et ça passera par le schiste américain. Ça passera forcément par le schiste américain. On met un puits de pétrole de schiste en place en 3 à 4 mois. Une plateforme, c'est 5 à 7 ans. Pétrole qui baisse encore un peu aujourd'hui, sous les 59 pour le brut léger américain et autour de 62,40 $ pour le Brent. Messieurs, il nous reste 2-3 minutes pour conclure. Vincent Lecartier, puis Jacques Tébéka. Ça vous rassure ou ça vous inquiète là, demain, un chiffre, 14h30. Pareil, le chiffre de salaire aussi aux États-Unis. Le rapport sur l'emploi, c'est évidemment un des chiffres les plus suivis, mais c'est des chiffres qui sont révisés. Donc, entre la première estimation, on regardera plus les deuxième lecture, troisième lecture. C'est rassurant ou c'est inquiétant? Et même nous, en Europe, on parle même plus des fondamentaux des marchés européens. On est suspendu à ce que va faire le Dow Jones ou le S&P 500. À court terme, ça va mécaniquement provoquer de la volatilité à partir du moment où tout le monde est focalisé sur le même chiffre. Et alors que si on est en écart par rapport aux attentes, effectivement, on va partir dans un sens ou dans l'autre un peu violemment. Je dirais que ça n'a pas beaucoup d'importance, puisque de toute façon, ce n'est même pas la nature d'inflation qui est observée par la Fed pour prendre ses décisions. Donc, de mon point de vue, ça n'a vraiment pas d'importance. Ça va provoquer éventuellement de la volatilité supplémentaire demain et pendant un jour, 2 jours, 3 jours. Mais il faut rester focalisé sur le scénario principal. Le scénario principal, c'est une croissance économique qui va bien et globalement une économie qui est bien coordonnée, sans stress très significatif de mon point de vue. Jacques, pour conclure, quelques commentaires si vous le souhaitez. Puis, voilà. Qu'est-ce que vous regardez avant de réinvestir sereinement ces marchés? Puisque vous nous dites, pour l'instant, on n'est plus défensif, on préfère attendre de voir ce qui va se passer. Alors déjà, d'avoir davantage de visibilité sur la Fed, alors même si elle a bien communiqué pour l'instant, mais les derniers chiffres mettent un peu plus de doute sur les évolutions de sa politique. Et après, le deuxième point sur le focus important du chiffre de demain, le chiffre d'inflation de demain, j'ai envie de dire c'est toujours comme ça sur les marchés. On va mettre un moment un focus sur un chiffre parce qu'il vient... en fait, c'est l'accumulation, il faut aller au-delà du chiffre, et c'est l'accumulation de chiffres qui donne une tendance, c'est ça, bien sûr. De quel régime, dans quel régime on se situe sur les marchés financiers, quel est le scénario prédominant qui est intégré par les investisseurs. Donc le chiffre de demain, il viendra apporter un élément, mais c'est pas terminé. Non. Le mois d'après, le 15 jours après. Faudra pas oublier de suivre les autres chiffres aussi derrière. Non, mais en tout cas, demain, ça va être le rendez-vous, 14h30 pour les marchés. Il y a quelques chiffres comme ça, symboliques. Beaucoup le rapport mensuel sur l'emploi aux États-Unis. Ça fait partie des statistiques mondialement regardées, qui sont les chiffres peut-être les plus importants pour les marchés. Et puis demain, le CPI, l'indice des prix à la consommation. Et en plus, Vincent, vous avez remarqué, c'est même pas la mesure privilégiée par la Réserve fédérale américaine pour mesurer la tension inflationniste dans le pays, mais bon, ce sera quand même le chiffre du jour qui fera foi sur les marchés à 14h30 demain. Merci beaucoup messieurs, merci d'avoir été avec nous pendant 1 heure. Jacques Tébéka, Mansartis, Benjamin Louvet, Ophi Asset Management, Vincent Lecartier, WeSave, le CAC ce soir moins 0,6%, on ne confirme pas le rebond d'hier, 5109 points, Wall Street dans le rouge pour l'instant en cours de séance. On se retrouve demain évidemment dès 15h30. BFM Business, Intégral Bourse, jusqu'à 18h, la bourse en temps réel.